Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui concerne vraiment beaucoup de monde, mais qui reste souvent, disons, un peu dans le flou, les difficultés d'apprentissage. Ça parle, cette question, non? Cette sensation d'être un peu en décalage, de pas tout à fait capter les codes que tout le monde a l'air de maîtriser sans aucun problème. Et en fait, cette impression, ce n'est pas juste une idée en l'air. Pour des millions d'élèves, c'est une réalité de tous les jours. Et ça, évidemment, ça change complètement leur rapport à l'école. Allez, on plonge direct dans le concret. Et souvent, cette espèce de déconnexion, elle est super visible dans un domaine bien connu pour ça, les maths. Alors, le mot à retenir, c'est dyscalculie. Et ce qui est hyper important à comprendre, c'est que c'est un trouble qui vient du cerveau, c'est neurodéveloppemental, ça n'a mais alors rien à voir avec un manque d'effort, de la paresse ou quoi que ce soit. C'est juste que le cerveau fonctionne différemment. Et attention, c'est loin d'être rare. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, entre 3 et 6,5% des élèves. Pour mettre ça en perspective, ça veut dire qu'il y a au moins un élève concerné dans quasiment chaque classe. C'est énorme. Là, on a la preuve en image, si on peut dire. Ces scans montrent très clairement que pendant un exercice de maths, le cerveau ne s'allume pas aux mêmes endroits. Mais, et c'est ça la super nouvelle, le cerveau est plastique. Ça veut dire qu'avec une bonne rééducation, on peut carrément renforcer les connexions et donc améliorer les compétences. Par contre, il faut bien voir que la dyscalculie, ce n'est pas un bloc monolithique. Il y a plusieurs saveurs, si on veut. Et comprendre ces différentes formes, eh bien, c'est la première étape, indispensable, pour trouver les bonnes solutions. Ok, premier cas, la dyscalculie du traitement numérique. Prenons l'exemple d'Annabelle. Pour elle, le cerveau peine à faire le lien entre le symbole 15 et la quantité que ça représente. C'est un peu comme un problème de traduction, en fait. Elle peut facilement inverser 15 et 51. Deuxième type, la difficulté avec les faits arithmétiques. Pour quelqu'un comme Sarah, les calculs de base, genre 7 plus 8, ça ne devient jamais un automatisme. Elle est obligée de tout recompter sur ses doigts ou dans sa tête à chaque fois. Imaginez comme ça rend les maths lents et épuisants. Troisième forme, la procédurale. Là, avec Félix, le truc c'est qu'il peut comprendre chaque étape séparément, mais mettre tout ça dans le bon ordre pour une multiplication à plusieurs chiffres, par exemple, c'est un vrai casse-tête. Il va oublier une retenue, se perdre dans les étapes. C'est comme essayer de suivre une recette de cuisine très compliquée. Et pour finir, la visio-spatiale. Le nom dit tout, c'est un problème d'organisation dans l'espace. Pour Nicolas, rien que d'aligner les chiffres en colonne pour une addition, c'est un défi. Ou alors faire la différence entre des symboles comme le signe plus grand que et plus petit que. Ok, donc on a vu les problèmes. Maintenant, la question c'est vers qui se tourner? Eh bien, il y a une vraie équipe de choc, des pros qui sont là pour aider, et chacun a son rôle, sa spécialité. Ce tableau, il résume bien qui fait quoi. On a l'orthopédagogue, c'est un peu le coach, le stratège de l'apprentissage. Et puis on a l'orthophoniste et le neuropsychologue. Eux, ils peuvent poser un diagnostic officiel, mais ils n'abordent pas le problème sous le même angle. L'orthopédagogue, c'est vraiment la personne de terrain. C'est elle ou lui qui va être en première ligne pour analyser les difficultés concrètes et mettre en place un plan d'attaque. Son job, c'est d'enseigner des méthodes, des stratégies pour aider l'élève à contourner ces obstacles au jour le jour. L'orthophoniste, son domaine, ce sont les fondations même de l'apprentissage, le langage. Parce que oui, les maths, c'est aussi une forme de langage. Son expertise est donc essentielle. C'est l'un des professionnels qui a le droit de poser un diagnostic officiel, surtout pour tout ce qui est dyslexie, dysorthographie. Et enfin, le neuropsychologue. Lui, on pourrait dire que c'est le détective. Il va chercher le pourquoi du comment. Il va évaluer les fonctions du cerveau comme l'attention, la mémoire, pour voir si, par exemple, un TDAH ne serait pas en partie la cause des difficultés. C'est lui qui pose le diagnostic global et qui ensuite va orienter vers les bons spécialistes. Bon, on a vu le problème, on a vu les experts, c'est super. Mais concrètement, comment ça se passe pour avoir de l'aide? Heureusement, il y a un chemin bien balisé. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça n'est pas fait au hasard. Ça suit un processus vraiment structuré en plusieurs étapes. On part de l'analyse de la situation de l'élève, on passe par toute une série de tests pour arriver à un plan d'intervention qui est vraiment, mais alors vraiment, sur mesure. Et cette phrase, elle résume tout. C'est tellement vrai. Si on se lance dans une rééducation sans avoir vraiment compris d'où vient l'erreur, on va droit dans le mur. C'est pour ça que la phase d'évaluation, c'est la clé de voûte de tout le reste. Autre chose très importante à savoir, un trouble d'apprentissage vient rarement seul. On appelle ça la comorbidité. C'est super fréquent qu'une personne dyscalculique ait aussi des difficultés de lecture, donc une dyslexie ou un trouble de l'attention. Et c'est une raison de plus pour faire une évaluation vraiment complète. Voilà, on a le diagnostic, on a le plan d'action. Maintenant, parlons des outils qui peuvent vraiment, mais vraiment changer la vie au quotidien. Parce que parfois, au lieu de s'épuiser à essayer de réparer quelque chose, la meilleure solution, c'est d'apprendre à compenser. Et pour ça, la technologie, c'est juste un allié incroyable. Et les avantages sont énormes.
Parce que ces outils, attention, ce ne sont pas des béquilles qui rendent dépendants, non, ce sont des leviers. Ils permettent de passer par-dessus la difficulté technique pour que l'élève puisse enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, comprendre, réfléchir, exprimer ses idées. Ça redonne confiance en soi, ça relance la motivation, c'est un vrai tournant. Et on va finir sur cette question. Et si le but finalement, c'était pas juste de corriger une difficulté? Si le vrai objectif, c'était de trouver une autre façon de réussir, de s'épanouir? En comprenant bien d'où vient le problème et en utilisant les bonnes stratégies et les bons outils, on peut complètement changer de perspective. Il ne s'agit plus de réparer une faiblesse, mais de s'appuyer sur ses forces pour trouver son propre chemin vers la réussite.